Bonjour, docteur Valérie Leduc. Bonjour Emeline. Merci de nous recevoir chez vous. Welcome. Docteur Leduc, votre parcours n'est pas linéaire. Vous avez été formé en médecine dans les plus grands hôpitaux français. Et puis vous avez pris un virage. Pouvez-vous nous raconter qu'est-ce qui vous a amené à la médecine et qu'est-ce qui vous a poussé à sortir du cadre classique? Alors, qu'est-ce qui m'a amenée à la médecine? C'est, j'allais dire, une vocation depuis que je suis enfant. Déjà petite fille, j'avais, vous savez, les fausses seringues et je piquais ma pauvre maman et j'aimais ça. J'ai toujours eu envie de m'occuper des autres. Donc c'était vraiment dans l'esprit pouvoir donner tout ce que je savais, mon savoir pour les autres et pour les aider. Donc j'ai fait médecine, mais sans me poser de questions après le bac. C'était une évidence pour moi. Je me suis inscrite en médecine et j'ai fait mes études donc à Paris, à Necker. Et après, j'ai poursuivi dans le vasculaire. Et là, j'ai eu la chance de travailler à la Riboisière et à l'Institut des vaisseaux et du sang du professeur Tobolem, qui était à l'époque une institution pour tout ce qui était thrombose veineuse. Et justement, cette passion pour tout ce qui est vasculaire, c'est venu au fil de vos études? Comment c'est arrivé? Non, c'est arrivé au fil de mes études. Parce que les études, elles durent longtemps quand même, donc on a le temps de changer d'avis. J'ai eu plein d'envies. J'ai eu envie d'être gastro, j'ai eu envie d'être pédiatre, d'être chirurgien. Et puis le vasculaire, en fait, c'est mon dernier stage en médecine interne qui m'a donné envie. Il y avait un professeur, je peux citer son nom, je pense, le professeur Renares, qui officiait et j'ai aimé ce qu'il faisait, j'ai aimé son approche et donc j'ai continué dans cette voie. C'est fantastique. Quelque chose qui est super intéressant dans votre parcours, docteur Leduc, c'est que vous êtes passé de la médecine à la stratégie marketing, puis à la création de vos propres cliniques. C'est un saut assez rare. Qu'est-ce que vous avez appris de ce changement? Quand j'ai commencé à travailler en libéral, en quittant l'hôpital, j'ai ouvert mon cabinet à Paris. J'ai été sollicitée par des laboratoires pour animer des réunions autour de ma spécialité, donc des vaisseaux. Et j'ai adoré transmettre mon savoir à d'autres médecins qui n'avaient pas ma spécialité. J'ai adoré parler de ce que j'aimais, de ce que je savais faire. Et ça m'a donc un peu tractée vers l'industrie pharma en disant mais c'est peut-être pour moi, peut-être une nouvelle voie. Et donc j'ai commencé à postuler et j'ai eu de la chance, j'ai trouvé très rapidement en tant que médecin produit, parce que quand on est médecin, on a que ça à vendre. Je n'avais pas d'études de commerce, le marketing, je ne savais pas très bien ce que c'était. Et donc j'ai appris sur le tas, je suis rentrée en tant que médecin produit. Et puis j'ai eu la chance de pouvoir évoluer rapidement. Je suis passée de médecin produit à chef de produit. Donc celui qui démarre la stratégie d'un produit, son positionnement. Donc c'est super intéressant. Et puis après ça, j'ai fini directeur marketing dans un autre labo pour retourner à mes premiers amours, à la médecine classique, parce que les patients me manquaient quand même un peu. Mais j'ai beaucoup appris pendant mes quelques années. J'ai passé 8 ans dans l'industrie pharma. Parce que c'était que la vie d'entreprise, qu'on ne connaît pas du tout quand on est médecin. On est dans son bureau ou à l'hôpital, mais la vie d'entreprise, tous les différents services, comment ça marche, et puis l'esprit d'équipe et de management que je ne connaissais pas, j'ai appris pendant ces années-là. Est-ce que c'est ça, du coup, qui vous a donné l'envie de monter votre propre clinique? Après, est-ce que vous avez commencé d'abord, si j'ai bien compris, vous avez commencé à Genève? Oui, absolument. Alors, après l'industrie pharma, j'ai repris un cabinet à Paris. Et puis, j'ai eu envie de changer, d'aller voir un petit peu ce qui se passait ailleurs. Et je suis partie quelques années à Genève où j'ai médicalisé le spa de la réserve. En France, on ne peut pas médicaliser un spa, c'est interdit par le Conseil de l'Ordre. Par contre, à l'étranger, notamment en Suisse, à Genève, on peut médicaliser un spa. Et j'ai adoré cet aspect holistique où vraiment... j'avais créé l'Institut médical de la jolie jambe et de la silhouette. Et j'avais adoré cette mixité des différentes spécialités. Il y avait 2 ostéos, il y avait une nutritionniste, il y avait des coachs sportifs. Et donc, il y avait vraiment un encadrement. Et on a donc médicalisé le spa autour de la jolie jambe et de la silhouette.
Et c'était super parce que je dis toujours que les femmes font attention à leur visage, font attention à leurs mains, mais les jambes sont souvent laissées pour compte. Et je trouve ça très dommage. Je pense que les jambes, c'est un atout de séduction pour les femmes incroyable. Et donc, j'ai beaucoup travaillé en Suisse autour de la jolie jambe et de la silhouette. C'est fantastique. Les jambes chez Élastique, c'est un peu... Ça vous parle? Exactement. Exactement, c'est génial. Donc, aujourd'hui, on est à Maison Épigénétique. Absolument. C'est votre dernier bébé. Projet. Dernier bébé. Donc ici, c'est une clinique, c'est un labo, c'est un espace de vie. Quelle était votre intention en le créant? Alors, déjà, en revenant de Suisse, je me suis dit, j'ai pas envie de reprendre la médecine telle que je la pratiquais, c'est-à-dire un peu en silo. J'avais envie d'une médecine holistique parce que en Suisse, on travaille déjà beaucoup comme ça, avec des acupuncteurs, des facialistes, l'hypnose, enfin toutes ces médecines qu'on appelle un peu parallèles en France, qui sont très intégrées dans le cursus du patient. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Donc, j'avais envie de travailler différemment. Et l'épigénétique, qui était un mot totalement inconnu quand je suis rentrée en 2017 en France, aujourd'hui commence à être connu, est quelque chose qui m'a passionnée. J'ai beaucoup lu, beaucoup appris. J'ai même écrit un livre sur l'épigénétique. Et donc, cette maison épigénétique était un rêve et elle a vu le jour il y a 4 ans maintenant. On était encore en plein Covid, c'était pas simple, mais on a tenu bon. Et même, j'allais dire, avec le Covid, il y a une chose qui s'est passée, c'est que les gens ont compris que la santé, c'était essentiel et que c'était un luxe quand on avait la chance de l'avoir, qu'il ne fallait pas lâcher, qu'il fallait choyer, coucouner et donc la garder pour soi. Donc la maison épigénétique, c'est un lieu, j'allais dire, de bien-être, bien sûr, de performance, de tests, parce qu'on est capable aujourd'hui de donner un âge biologique à un client, qu'on va comparer avec l'âge chronologique. Et bientôt, je pense qu'on ne demandera plus aux gens leur âge, on leur demandera quel est ton âge biologique. Et c'est bien plus intéressant que l'âge chronologique. En fait, on s'en fiche de l'âge chronologique. Et nous, on est très branchés intelligence artificielle à la maison épigénétique. Et donc, on est très sur des algorithmes. On est capable, donc, avec tous les métriques qu'on fait, toutes les prises de mesure, de donner un âge biologique, ce qui est très intéressant. Et après, on accompagne le client pour gagner des années. Et on propose des interventions au niveau donc, du gain d'années biologiques, mais aussi au niveau de la performance, parce qu'on a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui ont beaucoup travaillé, qui ont grillé un petit peu leur capital santé en fumant, en buvant, en prenant peut-être un peu autre chose et en travaillant des nuits très courtes. Et ils se réalisent tout d'un coup que c'est pas ça la vie et qu'il va falloir prendre soin de son corps. Et donc, ils viennent chez nous pour... donc, on a un peu tous les types de clients et c'est très intéressant. C'est génial, mais je pense que ce qui serait intéressant, parce que je pense que l'audience ne connaît pas forcément l'épigénétique, donc parlons justement d'épigénétique. Absolument. Pour quelqu'un qui ne connaît pas ce mot, comment l'expliquez-vous vraiment? Alors, épigénétique, c'est 2 mots. Épi pour au-dessus, génétique, de la génétique. On sait tous qu'à notre naissance, on est avec une cartographie qui nous est propre. On n'a pas la même, nous, toutes les deux, mais personne, on est unique. Et on a donc notre ADN qui nous appartient, notre génome. Et ça, c'est très important. Mais maintenant, on sait que le génome ne fait pas tout. Le plus important, c'est la façon dont on va exprimer les gènes de notre génome ou pas les exprimer. En fait, cette expression des gènes ou la non-expression des gènes, elle dépend de notre milieu et de notre façon de vivre. Et c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Comment on va exprimer ces gènes? Et par exemple, quand on propose de faire un génome, on sait par exemple que dans la famille, on a des fragilités au niveau cardiovasculaire. Eh bien, nous, on va accompagner nos clients pour qu'ils n'allument pas le gène cardiovasculaire, qui reste bien endormi et qui ne présente pas de maladie cardiovasculaire. Du coup, pour faire ça, c'est l'alimentation, j'imagine. Oui. Le sport. Oui. Le sommeil. Oui. Et vous voyez vraiment des Alors, je rajoute d'autres choses. La gestion du stress, les bonnes pensées. Dès qu'on a une mauvaise pensée, c'est terrible, parce que dès qu'on a une mauvaise pensée, on a une montée du cortisol très rapide, l'immunité qui tombe dans les chaussettes et on est hyper fragile à ce moment-là. Et en fait, il y a un impact biologique
immédiat sur notre biologie, donc sur les vecteurs biologiques, dès qu'on a une mauvaise pensée, une pensée noire. Donc il faut être optimiste, souriant, positif, et il faut voir beaucoup de monde, donc avoir plein de copains, mais aussi avoir une famille solide. Et je parle toujours d'amour. L'homme n'est pas fait pour vivre seul, l'homme n'est pas fait pour vivre sans amour, on est fait pour aimer et être aimé. Et ça fait partie de l'épigénétique. Et pour moi, c'est un facteur très important. C'est impressionnant. Mais c'est vrai que du coup, c'est quelque chose que je pratique moi-même depuis longtemps. Je commence toujours mes journées par des affirmations positives. Super, bravo. 10 minutes d'affirmations positives. Je le fais même quand j'ai pas le temps en me levant tout le temps. Quand j'ai pas le temps de le faire en me levant, je le fais dans la voiture avec mes enfants. Wow. Quand on va à l'école, on a à peu près 15 minutes. À Austin, on a 15 minutes de trajet. Et du coup, je leur mets ma petite vidéo YouTube que j'écoute tous les matins. Et je mets une version qui est un peu plus adaptée à des jeunes collégiennes. Mais c'est vrai que je suis complètement d'accord avec vous. Le changement d'état d'esprit a un grand impact sur comment on va passer sa journée. Mais c'est clair, mais c'est clair. Et moi, je dis toujours, essayez de vous dire, aujourd'hui, ce matin, est-ce que j'ai un truc sympa qui me donne envie de me lever et qui me donne envie de me lever, de me dire que je vais être bien. Vous avez forcément un déjeuner avec une copine ou un café ou un rendez-vous qui vous intéresse. Et donc, à ce moment-là, il faut absolument positiver ce moment-là et le soir vous dire « Ah oui, c'était vraiment sympa ». Toujours trouver des bons moments dans la journée qui vous donnent le punch et qui vous réveillent un peu de dopamine pour vous aider à démarrer votre journée positivement. Donc, on peut vraiment être les maîtres de notre destin. C'est ça qui est génial. Le corps humain est fabuleux. Je dis toujours, notre corps humain, c'est la plus belle voiture pour vous. C'est quoi votre voiture préférée, Emeline ? Ma voiture préférée, alors je ne suis pas très voiture, mais aujourd'hui, si vous me demandez, je ne sais pas, peut-être une Aston Martin. Oh, bah, elle a bon goût quand même, elle dit qu'elle n'est pas voiture, mais c'est plutôt bien. Bon, bah voilà, une Aston Martin. Eh bien, une Aston Martin, quand on l'achète, c'est quand même un petit bijou, on va en prendre soin. Bah, c'est pareil pour son corps. Vous mettez une mauvaise essence dans l'Aston Martin, elle ne va pas rouler longtemps. Bah, vous prenez de la malbouffe, vous n'allez pas vivre longtemps en bonne santé. Vous laissez votre voiture au garage, elle n'aime pas ça. Il faut la faire rouler, la voiture. Et ben, notre corps, c'est pareil. Il doit marcher, il doit courir, il doit bouger. Je dis toujours, quand vous faites un trajet long pour partir en vacances, il faut vous arrêter toutes les 2 heures sur une aire d'autoroute et faire des pompes. Pas toujours très pratique, mais c'est idéal. Et donc, bouger, la voiture, elle ne peut pas. Si vous êtes stressé, que vous conduisez mal, vous allez la cabosser sur le mur, à la sortie de votre garage. Ben, votre corps, c'est pareil. Si vous êtes stressé, vous l'abîmez. Vous avez un stress oxydatif, vous l'enflammez et vous le rendez malade. Donc, en fait, soignez votre corps, c'est vraiment important. Et en fait, on est responsable d'à peu près 85% des maladies. Le reste, c'est la génétique. Ok, mais ce n'est pas beaucoup, 15%. 85%, c'est vous qui êtes responsable, c'est vous qui créez vos maladies. Et quelles sont les maladies liées au vieillissement ? Il y a le cardiovasculaire, il y a le cancer, il y a le neurodégénératif et il y a le métabolique. Vous mangez du sucre, le sucre, ça fait du caramel dans le corps. Et le caramel, ça va durcir les artères, ça va durcir notre collagène, ça va nous donner des rides. Ça va durcir le caramel, il va s'infiltrer partout, ça va aller dans le cerveau. Le sucre, c'est une catastrophe. Donc, éliminer le sucre, je suis un peu dure, mais c'est quand même vrai. Donc, quand vous vous alimentez mal, quand vous ne bougez pas, quand vous respirez des mauvaises odeurs comme de la peinture, quand vous n'aérez pas votre appartement, parce qu'il faut savoir que les appartements sont plus pollués que l'extérieur, même si vous vivez à Paris, dans une rue où il y a beaucoup de circulation, votre appartement est beaucoup plus pollué. Si vous achetez vos légumes en grande surface, ils sont traités. Une pomme qui va rester rouge 3 mois dans votre frigo, c'est pas normal. Il faut la jeter. Une pomme, elle vieillit, elle se flétrit, elle pourrit. Ça, c'est normal. Il faut pas... voilà. Donc, il faut faire attention à tout ce qui vous entoure. On l'a dit, le sommeil, 7 à 8 heures. L'alimentation, du bio, de saison, cuisiner, ne pas acheter les plats industriels tout faits, car il y a plein de perturbateurs endocriniens.
Il y a beaucoup de sucre pour rendre addictif et donner encore plus faim. Et donc, avant, on va vers le diabète. Donc, toutes ces choses-là, il faut vraiment donc la nutrition, le sport, la gestion du stress, le sommeil, la pollution, les bonnes pensées et l'amour. Bon, voilà, ça c'est la recette pour vivre jusqu'à... Ouf, alors on pourrait vivre jusqu'à 120 ans. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pas vieillir plus vieux, c'est de vieillir en bonne santé. Nous, notre mission, en fait, mon rêve, c'est qu'il n'y ait plus d'EHPAD et garder les clients autonomes, en bonne santé, avec toute leur tête. Et c'est pour ça que nous, on travaille beaucoup sur le muscle à la maison épigénétique, parce que le muscle, c'est l'organe de longévité le plus important de notre corps. Si vous faites du muscle, le muscle, ça nous aide bien sûr à bouger, mais ce n'est pas que. Le muscle, c'est un organe endocrinien qui va sécréter des myokines quand il travaille. Et les myokines, ce sont comme des petites hormones qui vont monter jusqu'au cerveau, stimuler le BDNF et stimuler des nouveaux neurones et des synapses. Donc vous allez avoir un cognitif bien amélioré. Quand vous faites du muscle, vous stimulez l'os, donc vous fabriquez de l'os. Et si vous fabriquez de l'os, l'os va sécréter de l'ostéocalcine, là aussi une hormone qui va monter au cerveau et qui va stimuler la formation de nouveaux neurones. Donc il y a un cercle vertueux extraordinaire entre le muscle, l'os et le cerveau. Et ça, pour moi, c'est un peu mon fer de lance. Il faut que tout le monde réalise que le muscle, c'est indispensable. Quelqu'un qui ne sait plus se lever sans s'aider des mains de sa chaise, c'est pas normal. Bravo. Bravo. Et même avec des talons. Donc ça, il faut absolument le faire. Savoir aussi se mettre par terre et se relever sans les mains. C'est des petits tests tout bêtes qu'on peut faire à la maison. Et vraiment, si vous voyez que ça devient difficile, il faut aller faire de la muscu contre-résistance et manger des protéines, beaucoup de protéines. Et le problème, c'est qu'à partir de 50 ans, l'absorption des protéines diminue, le tube digestif les assimile moins bien et le muscle les capte moins bien du sang, parce que donc les acides aminés arrivent dans le sang, et le muscle va moins capter les acides aminés du sang. Donc pour construire du muscle, c'est compliqué. Donc manger beaucoup de protéines, à partir de 50 ans, c'est 1,2 g de protéines par kilo de poids. C'est beaucoup. Protéines animales, protéines végétales. Je préfère les animales parce qu'elles sont bien plus puissantes, bien mieux absorbées. Mais si on est végane, oui, des protéines végétales. Mais c'est plus compliqué, beaucoup moins bien absorbées. Ok, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu compliqué puisqu'on entend un peu tous les sons de cloche. On doit soit un régime carnivore, un régime vegan. C'est vrai que c'est un peu difficile pour tout le monde de savoir, Marie, quelle est la meilleure façon de s'alimenter. Alors, les œufs, c'est formidable. Il faut arrêter de dire que les œufs, vous ne pouvez pas en prendre si vous avez du cholestérol. C'est faux. Ça, on en est bien revenu de cet adage. Des œufs, de la viande, on peut manger de la viande blanche, de la viande rouge aussi, bien sûr, c'est génial, mais pas plus d'une fois par semaine parce que c'est inflammatoire. Et puis, quand on ne mange pas beaucoup de protéines, on peut compléter avec de la whey de bonne qualité, avec un bon profil d'acides aminés. Ça, c'est très chouette. Donc, c'est bon le matin, mon petit protein smoothie. Très bien. Commencer sa journée comme ça. Excellent. Bon, parfait. Bon, déjà, je fais une bonne chose. Parce que non, mais il y avait les pensées positives aussi. Les pensées positives, le protein smoothie. Par contre, le stress, il y a du boulot. Ah oui, oui. Mais il y a des solutions pour aider à baisser son stress. Ah, bah alors... Là, je suis tout de suite. Qu'est-ce que du coup, vous pouvez... Vous avez parlé de méditation, mais là, il y a la respiration déjà. Inspirer en 4 secondes, garder ses poumons pleins 4 secondes, expirer 4 secondes et rester vide 4 secondes et faire donc 4 x 4. Et faire ça plusieurs fois dans la journée, c'est vraiment très, très, très efficace. Et puis personne ne le sait, on fait ça derrière son bureau, tranquille. Bon, on n'est pas très focus sur le travail parce qu'il faut compter, mais ça marche tellement bien. Le sport, anti-stress, rire, anti-stress, voir des copains, anti-stress, faire l'amour, anti-stress, il y a plein de bonnes choses. Et puis nous, on fait beaucoup de luminothérapie, ça moi j'adore. Donc pour baisser le cortisol, augmenter la sérotonine, les GABA. C'est juste de la lumière, c'est extraordinaire, parce qu'on n'est pas solide, hein. On n'est qu'énergie, donc on répond très très bien.
Mais c'est vrai, je le ressens moi-même en passant énormément de temps dans les bureaux, derrière les ordinateurs. Il y a un besoin, un moment de juste sortir, Oui. se mettre au soleil. Ouais. Il y a ce concept qui est très à la mode en ce moment de grounding. Oh, excellent, parce qu'on se recharge en ions négatifs. Très important, parce qu'on est très positif et c'est pas bon. Donc, marcher pieds nus. Alors, l'hiver, c'est plus compliqué, mais sur le sable, à la plage, dans son jardin, sur la pelouse, c'est excellent. Oui, tout à fait. Oh, génial. Bon, on a parlé épigénétique pas mal. Oui. Mais j'aimerais bien qu'on peut-être on passe à votre premier amour. Les vaisseaux. Les vaisseaux oui. notre grand ami chez Elastic, le La système fatigue. lymphatique. Ben oui, bien sûr. Donc, en tant qu'angiologue, vous êtes expert des systèmes circulatoires, non seulement du système veineux, mais aussi du système lymphatique qui reste très peu compris. Absolument. Et pourtant, il est essentiel. Essentiel. Pour notre énergie, notre immunité, notre digestion et même pour notre peau. Alors, j'aimerais qu'on s'y arrête parce que je crois que beaucoup de femmes vivent des symptômes sans savoir que leur lymphe est en jeu. C'est vrai, c'est vrai. Beaucoup de patientes qui viennent me voir en disant j'ai les pieds qui gonflent, j'ai les jambes lourdes. Oui, tout à fait, je suis gonflée. Du coup, docteur Leduc, est-ce que vous pouvez juste nous expliquer ce qu'est le système lymphatique? Alors, le système lymphatique, ce sont des vaisseaux qui en général suivent le système veineux, qui sont un peu satellites des systèmes veineux, qui sont accompagnés, qui sont ponctués par des ganglions. Et il y a deux organes lymphatiques, la rate et le thymus. Donc en fait, les lymphatiques servent à drainer les liquides interstitiels qui sont en trop, mais aussi servent à détoxifier. Ils récupèrent toutes les toxines, les bactéries, les virus, et tout ça, ça passe dans les filtres des ganglions et dans la rate et le thymus. C'est vraiment pour nous nettoyer et nous débarrasser des liquides qui sont en trop. Docteur Leduc, est-ce qu'on peut dire que le système lymphatique vieillit lui aussi? Ah oui, tout vieillit chez nous, absolument. Oui, ça vieillit, il se ralentit, il est moins efficace et il va moins bien détoxifier, il va moins bien drainer. Donc il faut être vigilant avec ça. Et puis il y a des petits moyens de contrecarrer le vieillissement de nos lymphatiques. Mais du coup, pour que les gens comprennent, est-ce qu'il y a des signes particuliers quand la lymphe circule mal? Comment on peut s'en rendre compte? Ah oui, on s'en rend compte parce qu'on voit des œdèmes au niveau des pieds. Quand je demande à mes patientes, est-ce que le matin, quand vous vous levez, que vous vous regardez dans la glace toute nue le matin et le soir, est-ce qu'il y a une différence? Et en général, quand elles me disent « Ah ben oui, je me préfère le matin que le soir », c'est que justement, les lymphatiques n'ont pas fait leur travail comme il faut. Elles vont avoir des poches sous les yeux, elles vont avoir une peau grumeuse, de la cellulite, une peau moins nette. Donc oui, bien sûr, il y a des signes. Des jambes lourdes, douloureuses, des crampes, des problèmes digestifs, je ballonne. C'est vrai que quand on se réveille le matin, on a toujours le ventre plat. Et après, au fil de la journée, ça gonfle. Alors, il n'y a pas que les lymphatiques responsables sur les gonflettes de ventre. Il y a ça peut y avoir d'autres raisons. Mais les gens qui boivent par exemple beaucoup de coca ou qui mâchent des chewing-gums toute la journée, ça c'est sûr, ils gonflent. Ils avalent de l'air. L'eau pétillante n'est pas bonne du tout non plus pour ça. Ah, c'est moins ça parce que moi je bois beaucoup d'eau pétillante, donc il va falloir que je fasse attention. Pas aujourd'hui en tout cas. Non, j'en ai pas vu aujourd'hui. C'est marrant, j'étais aussi il y a quelques semaines avec une de mes amies qui est podologue et qui m'a dit il faut toujours aller acheter ses chaussures le soir parce que nos pieds gonflent et que du coup on a moins de chances d'acheter une chaussure qui va moins nous aller si on y va le soir que le matin. Exact. Mais du coup, qu'est-ce qui crée cette stagnation quand ça circule mal? Alors, qu'est-ce qui crée la stagnation? Effectivement, ils vont être beaucoup moins toniques, comme les veines sont moins toniques avec l'âge. Les lymphatiques vont être moins toniques, mais il faut aussi bouger. Les gens qui, en vieillissant, bougent moins, vont avoir des lymphatiques plus paresseux. Après une chirurgie aussi, tout le monde a entendu parler des gros bras après une chirurgie du sein. On va faire un curetage des ganglions sous les selles et là on va toucher des ganglions, donc on va toucher des lymphatiques et là malheureusement il y a beaucoup de femmes qui souffrent de gros bras
Et ça, c'est très compliqué, c'est dur parce que d'abord, c'est pas joli et c'est souvent désagréable, douloureux. Et on est obligé de mettre un bas de contention pour affiner le bras. Mais là, c'est vraiment dû à une chirurgie. Mais quand il y a eu un accident, un traumatisme, on a blessé des lymphatiques, il y a le membre qui dépend de ces lymphatiques qui va être malheureusement touché. Donc bien sûr, c'est ceux qui ne bougent pas, c'est ceux... et donc, moi, je recommande toujours des bains chauds, froids, par exemple, de faire de la gymnastique, le soir, de lever les jambes et de faire des flexions, rotations, flexions, extensions et des mouvements de rotation, de porter des contentions, parce que la contention, ça joue. Hein. Alors, il y a des contentions de différentes forces, et en fonction de ses problèmes lymphatiques, eh bien, on choisit une force plus ou moins importante. Et ça va soulager vraiment. Je conseille vraiment quand on part faire un voyage en avion qui est très long, ou quand en voiture, ou quand on reste debout toute la journée, de porter la contention, c'est super. Se faire aussi masser, très bien. Et faire des drainages lymphatiques aussi, ça soulage bien. Beaucoup boire. Faire attention à son alimentation, pas manger trop salé et manger sainement, pas trop de sucre non plus. Enfin voilà, il y a plein de petites choses pour aider nos lymphatiques à travailler. Justement, j'ai quelques questions sur la compression-contention. C'est notre milieu de prédilection. Beaucoup de gens veulent savoir comment choisir un bon bas de contention, un bon vêtement de compression. Est-ce que vous avez des conseils particuliers? Alors, l'idéal, c'est de l'essayer parce que je pense qu'il faut que ce soit serré, mais très confortable. Donc, l'idéal, c'est de l'essayer, mais c'est pas bon non plus si on est trop serré parce qu'il va y avoir des points, des endroits où ça va faire comme un garrot, et ça, c'est pas bien. Donc, par exemple, les chaussettes de contention, moi, de temps en temps, je vois des patientes arriver. Elles ont un bourrelet au-dessus de la chaussette et vraiment la chaussette fait comme un garrot, et ça je déconseille complètement. Donc la contention, il faut que ça soit bien adapté, souvent prendre des mesures. Il y a des pharmacies qui proposent de prendre les mesures eux-mêmes pour être sûr de ne pas se tromper dans la taille. Donc compression égale confort aussi. Donc si on n'a pas une pathologie particulière, ça ne servirait à rien du coup de prendre une compression trop élevée? Non. Non, absolument pas, ça ne sert à rien. La compression, elle va comprimer aussi bien le réseau lymphatique, mais aussi le réseau veineux. Hein. Donc, il ne faut pas non plus tout écraser. La veine, elle s'écrase complètement. Donc, non, il faut vraiment choisir la bonne compression qui va à notre problème veineux lymphatique. Donc ça, c'est quelque chose un concept que je vois souvent revenir, des questions qu'on a de nos clients qui disent « mais je ne comprends pas ». Normalement, le plus compressif, le mieux. Non. Je pense que ça, c'est quelque chose... il nous faut du 20 mm de mercure. Et moi, je sais que dans ma pratique, et avec tous les thérapeutes avec qui on travaille, on nous a toujours dit maintenant, justement, surtout pour le système lymphatique, il faut une pression plus douce, justement. Ah, mais absolument, le drainage lymphatique, on le sent à peine. C'est d'ailleurs assez déroutant parce que quand quelqu'un vient avec, par exemple, une grosse jambe, on a envie presque de presser pour bien remonter tout ça. Ben non, pas du tout. On va effleurer les ganglions, faire comme un appel de vide pour que la lymphe remonte. C'est très délicat, les lymphatiques. Il faut leur parler gentiment. Comme pour un gros bras, hein, dès qu'on abîme un petit vaisseau lymphatique, les répercussions peuvent être vraiment ennuyeuses. Donc il ne faut pas le traumatiser. Et un drainage lymphatique, c'est très en douceur et on commence toujours par le haut, par les creux claviculaires. Même si on a des problèmes au niveau des jambes, hein, on est très loin, mais parce qu'on fait un point, en fait on crée du vide, ça va appeler donc la lymphe à remonter et donc ça va libérer les jambes après. Donc effectivement, il faut absolument pas le plus le mieux, pas du tout. J'adore parce que c'est exactement, je passe énormément de temps avec des masseuses lymphatiques, des thérapeutes, surtout celles qui sont formées par la technique Vauder. Et c'est exactement ce qu'ils prônent. C'est toujours commencer ici, terminer ici. Parce qu'il y a un circuit, en fait. Il y a un circuit, tout à fait. Et en fait, on redynamise le circuit en créant du vide en haut. Et donc, on appelle.
Non, ça marche bien. Mais c'est assez déroutant quand on ne sait pas. Parce qu'on a l'impression que le kiné ne fait rien, mais en fait, il fait. Et justement, qu'est-ce que vous voyez comme résultat avec vos patients? Quels sont les résultats quand quelqu'un vient vous voir justement pour des problèmes de jambes lourdes ou un problème de vascularité? Qu'est-ce que vous... Alors, moi, en tant qu'angiologue, je regarde si, bien sûr, il n'y a pas une raison veineuse sous-jacente, hein, s'il n'y a pas des varices, des reflux importants. Mais s'il n'y a pas, je donne beaucoup de conseils d'hygiène de vie, parce que, et ça, c'est l'épigénétique, hein, on y retourne, que ce soit l'alimentation, le sport, le stress, les bonnes habitudes, le sommeil aussi, très important. Après, c'est vrai que il y a des lotions qui sont froides, qui font du bien, qui vasoconstrictent la circulation, donc ça soulage. Nous, on utilise une technologie qui est de la pressothérapie cardio-synchronisée. Ça, c'est extraordinaire. Parce qu'en fait, la presso va donc appuyer au moment de la systole, donc au moment où le cœur décharge. Et le fait que ce soit cardio-synchronisé, ça va stimuler l'endothélium vasculaire, c'est-à-dire la paroi interne des vaisseaux, qui va sécréter du NO, du monoxyde d'azote, qui est une molécule magique en cardiovasculaire, en fait, qui vasodilate et oxygène tout l'organisme. Donc, on a des résultats, et c'est très anti-inflammatoire. Donc, on a des résultats extraordinaires sur les lymphodèmes avec cette technique, parce qu'en fait, on redynamise tout, pas que les lymphatiques, mais tout le système vasculaire. Et tout le corps en profite, c'est ça qui est génial. Et ça, c'est quelque chose que vous avez à la maison épigénétique. Et c'est fabuleux. Super. Ouais. Bah, du coup, moi, je vais quand même vous poser cette question. Vous avez essayé les produits élastiques? Oh, bah, bien sûr, j'adore. D'abord, esthétiquement, ils sont super jolis. On est hyper bien dedans, hyper confort. Et donc, quand on se déshabille, on voit les petites perles, là, les petits trous sur la peau, mais c'est rigolo. Et écoutez, moi, je suis ravie. Je me sens drainée. J'ai l'impression que j'ai des jambes hyper légères après. Bon, pas de cellulite, impeccable. Ça tonifie aussi au niveau de la peau. Je pense que ça a une bonne action, le fait de cette compression avec les petites perles au niveau de la peau qui stimule le collagène. Je pense qu'il y a même un effet à ce niveau-là. Donc oui, je suis à fond. Je ne mets plus que ça. Mais j'aimerais bien juste que vous expliquiez de votre point de vue justement de médecin, pourquoi ça marche vraiment je sais exactement pourquoi ça marche. J'imagine. Mais c'est vrai que on ne mettra pas ça, mais je pense que pour la clientèle, pour l'audience, je pense que ce serait intéressant que vous donniez votre point de vue en tant que géologue justement sur le fait que on a une compression graduée, absolument, qui est bien faite, qui est contrôlée, et qu'on a aussi justement la stimulation au niveau des microperles qui vient vraiment stimuler la microcirculation. Tout à fait. Alors, faut pas la mettre elle, il faut mettre moi. Voilà. Elle m'a fait la leçon. Même si je peux très bien l'expliquer, je pense que ça passe mieux avec un médecin. Avec les tenues élastiques, ce qui est extraordinaire, c'est que la compression est graduée, donc extrêmement bien calculée par rapport à nos lymphatiques. Et dès que vous allez bouger, vous le sentez, ça stimule vraiment le système veineux et lymphatique en même temps. Et en plus donc, de cette contention graduée, il y a ces microperles qui sont incroyables, qui vont à chaque mouvement stimuler la microcirculation, donc augmenter les apports en oxygène, les échanges, et donc ça va avoir un impact sur la cellulite et un impact aussi, j'allais dire, sur la qualité de la peau, sur la stimulation du collagène. Donc moi je suis très très favorable et je les adore, donc je ne mets plus que ça. Ça fait vraiment plaisir d'entendre ça, surtout de vous, femme tellement accomplie. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on reparte un petit peu sur votre histoire, votre parcours. Parce que du coup, vous êtes réinventé plusieurs fois en tant que médecin, stratège, entrepreneur et maman. Qu'est-ce que vous avez appris de toutes ces transitions ? Alors déjà, mon plus beau, ma plus belle partie de ma vie, c'est mes 4 enfants, 4 garçons. C'est ce que j'ai de
mon plus beau cadeau de la vie, ça. Après, oui, j'ai la chance d'avoir fait médecine parce que j'en rêvais, comme je le disais tout à l'heure, depuis que j'étais enfant. Et j'ai appris beaucoup avec l'industrie pharma, comment un produit était fait, toutes les études cliniques qu'il fallait faire pour qu'il y ait une mise sur le marché. J'ai participé aussi, quand j'y étais, à un remboursement d'une prostaglandine dans l'impuissance au moment du lancement de Viagra. Et ça, c'était passionnant parce que, en fait, quand vous montez un dossier de remboursement, on a fait ça avec plein d'experts internationaux, vous devez vraiment décrire le produit, le plus, le moins, bien sûr, et vous positionner par rapport à la concurrence. Et on a obtenu le remboursement pour 3 indications, le diabète, la prostatectomie et le blessé médulaire. Wow. Et ce jour-là, c'était un grand, grand moment. Donc ça a été une expérience pour moi de l'industrie pharma que j'ai adorée. Et qui s'est très bien terminé. Après, j'ai voulu reprendre mon activité de médecin parce que le contact avec le patient me manquait. Et puis, je suis partie en Suisse et là, cette approche holistique, naturelle. Avant, je donnais un antibiotique dès que je voyais un point blanc dans la gorge de mes enfants. Aujourd'hui, c'est compliqué de me faire prescrire un antibiotique. Je suis très médecine naturelle, donc j'ai vraiment changé. Et cette envie de donner encore plus aux gens et de leur apprendre comment vivre pour rester en bonne santé, comment vivre pour ne pas finir en EHPAD, comment vivre pour rester performant, autonome et avec toute sa tête. Et je pense qu'on est tous capables de finir comme ça. Bon, on n'est pas éternel sur Terre, mais soyons en pleine santé jusqu'à la fin. Et c'est ça vraiment, pour moi, c'est notre mission à la Maison Épigénétique. C'est de donner tous les moyens à nos clients de vivre comme il faut pour que leur corps soit protégé, comme une belle voiture, comme une Aston Martin, et vivre en pleine santé jusqu'à la fin. Et du coup, votre équilibre, vous le trouvez comment ? Alors, mon équilibre avec mes patients, bien sûr, mais en premier avec l'homme que j'aime et avec mes enfants. Oh, c'est beau, mais c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Est-ce que vous pensez que les femmes ont été mal préparées à comprendre et à vivre leur corps après 40 ans ? Ah oui, parce que moi j'entends des jeunes femmes de 28 ans, 30 ans qui me disent « je veux pas ressembler à maman ». Alors déjà, vous dites « bon, on va essayer de faire ce qu'il faut ». Et en fait, la femme redoute les 45-50 ans. 40 ans, pas tellement. 40 ans, moi je dis toujours, c'est un âge fabuleux pour la femme. C'est là où elle est la plus belle, la plus accomplie. Elle a l'expérience, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut pas, elle sait ce qu'elle aime. Et donc ça, c'est très important. 50 ans, ça fait peur, parce qu'il y a un chamboulement hormonal chez la femme, mais aussi chez l'homme, il ne faut pas oublier ça. C'est la même chose, ça ne se manifeste pas pareil, mais on a tous notre chute hormonale à 50 ans. Et ça, je trouve que la santé de la femme à 50 ans est un sujet passionnant, qui est en pleine évolution. Et aujourd'hui, enfin, on parle de la femme de 50 ans avec beaucoup de respect et beaucoup d'empathie, et on a plein de moyens pour l'aider à traverser cette période, parce que finalement, il n'y a plus l'angoisse de refaire un bébé, il n'y a plus besoin de contraception. La femme est encore en pleine forme et elle est belle, et on a des tas de moyens pour l'aider à rester belle. C'est pas compliqué et elle a encore plein d'années sympas devant elle. Donc, bon, moi, c'est un peu le sujet de mon livre qui est sur l'épigénétique, mais aussi beaucoup centré sur la femme de 50 ans en disant mais il y a encore une partie de vie merveilleuse devant vous. Cette série s'appelle Pearls of Wisdom, les perles de la sagesse. Waouh! Et du coup, je voudrais savoir si vous pouviez partager une vérité avec toutes les femmes qui nous écoutent. S'il y avait une vérité à partager, laquelle ? Alors, j'ai envie de dire à toutes les femmes qui nous écoutent qu'elles sont toutes belles. Elles sont toutes formidables, elles sont toutes plein d'atouts pour être aimées, et elles ont sûrement un cœur immense qui peut aimer. Donc je dirais que charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc apprenez à vous aimer. J'ai 80% de mes patientes, elles sont toutes belles, hein, franchement, et 80% ne s'aiment pas. Et ça, c'est pas bon, parce que on parlait de mauvaises pensées tout à l'heure, et ces mauvaises pensées que vous drainez vous impactent
vous, dans votre santé, parce que votre biologie va s'en ressentir et votre santé, du coup, va se détériorer. Donc surtout, apprenez, soyez positive, regardez-vous dans la glace et honnêtement, dites-vous que vous êtes belle, parce que vous êtes belle, vous êtes super sympa, vous avez de quoi vraiment donner aussi aux autres, parce qu'une fois qu'on s'aime, on est capable de donner, mais il faut d'abord se donner à soi. Donc commencez par vous-même. Et si vous avez quelque chose qui vous dérange sur le plan esthétique, moi je fais toujours très attention parce que souvent elles viennent me voir en disant mais je me suis fait jeter de chez un de vos confrères parce qu'il me dit que c'était rien, que c'était très bien, que j'étais vieille, qu'il fallait que je vive avec ça. Ben moi c'est tout le contraire de ce que je dis. Je dis d'abord il n'y a pas d'âge pour être belle. Ma maman vient de fêter ses 90 ans, elle est sublime. Et donc, toutes les femmes ont le mérite et doivent être belles. Donc, prenez soin de vous. Et quand il y a un petit souci qui vous gêne, ben, consultez. Parce que maintenant, on a des moyens incroyables pour être encore plus belle. Donc, occupez-vous de vous, aimez-vous et regardez-vous dans la glace. Et je suis sûre que vous allez vous dire « Ah ouais, finalement, je suis belle ». Bon, bah, c'est les plus jolis mots pour terminer. Merci beaucoup, Dr Leduc. C'était super.